Bonsoir, dans un instant, je vous propose de nous retrouver pour débattre des nombreuses questions qui se posent après ce film sur l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Et pour cela, je serai en compagnie d'un grand nombre de spécialistes, qu'ils soient confrères allemands ou français, qu'ils soient anciens militaires de la Wehrmacht ou anciens déportés comme Samuel Pisar ou Beate Klarsfeld, célèbre militante anti-nazie. Dans un instant. Bonsoir à tous ou rebonsoir. On vient de voir un film extrêmement grave qui pose bien sûr bien des questions. Pour tenter d'y répondre, nous avons réuni 7 invités, à commencer par Samuel Pisar, qui nous fait le plaisir de venir avec nous. Il est polonais de naissance, il est européen de cœur, français souvent de résidence et américain de citoyenneté. Vous avez été déporté très très jeune, vous êtes évadé. On rappellera tout à l'heure votre histoire parce que elle est curieusement très parallèle à celle de August von Kageneck, l'un de nos autres invités. À côté de vous se trouve Marion von Aren, qui est correspondante de l'ARD à Paris, c'est-à-dire la télévision la plus influente et la plus regardée en Allemagne. August von Kageneck a été l'un de nos confrères pendant très longtemps, puisque pendant plus de 30 ans, il a été correspondant à Paris à la fois de Bild et de Die Welt. Vous êtes par ailleurs écrivain et vous avez été jeune soldat de la Wehrmacht. Et on dira dans quelles conditions vous avez été appelé à presque croiser le destin de Samuel Pisar. À ma droite, Beate Klarsfeld. Beate Klarsfeld, c'est la femme de Serge Klarsfeld. C'est une femme qui s'occupe beaucoup des filles et fils des déportés de France. C'est une femme qui s'est fait repérer dans la presse internationale par cette fameuse gifle dont on va revoir juste la photo. Et en 1968, vous aviez giflé le chancelier Kissinger, qui était le chancelier allemand de l'époque. Ça avait fait un gros scandale en Allemagne et partout dans le monde. Et d'ailleurs, vous le voyez, à ce moment-là, tous les journaux en parlaient beaucoup et c'était comme une sorte de réveil dans cette Allemagne qui avait eu peut-être tendance à un peu enfouir ce drame nazi. Ensuite, Rainer Unman, qui est professeur d'histoire contemporaine à l'université de Saarbrück. Vous avez été aussi professeur invité à l'université hébraïque de Jérusalem, également professeur invité aux sciences politiques de Paris. À vos côtés se trouve Paul-Marie de Lagorce, qui est l'un de nos anciens confrères, lui aussi, Le Figaro, Radio France, écrivain aussi. Il a écrit et signé un livre très important qui s'appelle La prise de pouvoir d'Hitler. C'était il y a une vingtaine d'années aux éditions Plomb. Et donc, vous nous racontez la fameuse période de 28-33 qui est beaucoup évoquée dans ce film. Et puis, notre ami Bernard Volker, qui a souvent été, longtemps été, correspondant de TF1 en Allemagne. Alors, on va essayer de répondre à toutes les questions que vous vous posez les uns les autres et peut-être à des questions purement factuelles. Je vais peut-être commencer par vous, Rainer Unman, sur la véracité de ce qui est montré dans le téléfilm. Qu'est-ce qui relève du romanesque, qu'est-ce qui relève de l'histoire purement, vraiment avérée? Il est évidemment extrêmement difficile de faire un film sur un sujet aussi compliqué. En tout, je crois que la plupart, la très grande majorité des scènes sont véridiques, soit vraiment de façon évidente par les sources, soit que le metteur en scène ait choisi une certaine version qui n'est peut-être pas tout à fait sûre, mais c'est son droit de la choisir. Il s'est beaucoup inspiré du livre de Jan Kershaw, même si Jan Kershaw s'en est retiré à un moment donné. De Kershaw, qui, je trouvais, la meilleure biographie qui existe actuellement. Il ne l'a pas tout à fait suivi. Il y a quelques éléments, on y reviendra peut-être tout à l'heure, notamment en ce qui concerne l'été, l'automne 32 et janvier 33, où je pense qu'il y a de petites erreurs qui sont peut-être pas trop graves, mais qui enlèvent un petit peu à l'analyse de la fin de ce film. Le problème sera, et là aussi il faudra peut-être en parler, qu'il est très axé sur beaucoup de détails qui en eux-mêmes, comme je le disais, sont bien présentés pour la très grande majorité. Reste à savoir dans quelle mesure, avec cette méthode,
on peut vraiment saisir l'essentiel des raisons pour la montée de Hitler. Et là, je pense qu'on pourrait avoir un débat intéressant. Samuel Pisard, globalement, est-ce que vous avez vu dans ce téléfilm vous paraît fidèle à la réalité? Vous comprendrez, Patrick Poire d'Arvor, que mon esprit, mon âme sont un peu inondés par les émotions, le souvenir, la douleur que ce film a réveillé en moi. Car cette catastrophe que cet individu a déclenché, a décimé complètement ma famille, mes camarades d'école, mon peuple, m'a propulsé vers les enfers de ce continent, jusqu'à Auschwitz. Je précise que quand vous vous êtes évadé, vous êtes retrouvé seul de votre famille. Oui, seul à 16 ans. À 16 ans. Et donc, sur le film, je dois dire que je le trouve intéressant, bien écrit, bien joué, mais quand même, c'est une œuvre de fiction qui prend quand même certaines libertés avec la vérité historique. Et ce qui me dérange en particulier, c'est que parfois le scénario relativise le mal total. Vous pensez qu'il n'est pas montré comme le monstre qu'il a été? Non, je pense que parfois, il paraît même un peu attachant. Ce qui est tandis qu'il s'agit là du monstre le plus terrifiant du XXe siècle, et peut-être de tout le temps. Et je tiens à le dire parce que il est important que les nouvelles générations, la jeunesse, le sache. C'est très important pour son avenir que l'idéologie, l'entreprise qu'il a lancée ont créé un bain de sang planétaire. Et au centre de ce bain de sang, la destruction planifiée, industrielle, d'un peuple désarmé, paisible, au centre de notre Europe. Il est important de le savoir. Imaginez un instant un démagogue de cette trempe, aujourd'hui, qui s'empare d'un pays qui possède ou peut posséder les armes nucléaires, thermonucléaires, biologiques, chimiques. Pour moi, c'est le spectre d'un Auschwitz global de la solution finale pour une grande partie de l'humanité. Mais vous savez, Samuel Pisard, si nous avons décidé de diffuser ce film et d'organiser ce débat, c'est justement en grande partie à destination de ces jeunes générations qui ne savent pas tout. Bien sûr. C'est là où le film était un peu léger. D'accord. Mais j'avoue que c'est un film intéressant et stimulant. Alors, vous, Marion von Arn, qui est une autre génération, comment vous l'avez vécu, ce film ? Oui, ça c'est un peu autrement. Moi, je pense que Hitler ne m'a pas vraiment, le rôle de Hitler ne m'a pas vraiment convaincu. C'est un peu pareil des mots de M. Pisard. Vous voulez dire l'interprétation par Robert Carlyle? Moi, bon, je ne suis pas témoin, je ne peux pas juger vraiment, mais selon les documentaires qu'on a vus, je pense que le danger est toujours qu'on est séduit de ridiculiser un petit peu ce monstre. Ça veut dire, ces mimiques mécaniques ne me semblent pas vraiment réalistes. Il a l'air comme une souris de camp. Son visage, tout ça, c'est pour moi
très crédible. Alors, il faut dire qu'on ne dispose d'aucun document de l'époque. Documents, à part photographiques, quelques-uns, Mais ou très peu de documents sur sa gestuelle Je de pose l'époque. quand même la contre-question. Est-ce que vous pensez vraiment que ce personnage, comme on l'a vu dans le film, était capable de fasciner, d'enthousiasmer un peuple de 70 millions? Peut-être un peu moins, mais presque. Et c'est pour ça que je me demande vraiment, je me pose la question, est-ce que ce rôle vraiment très bien fait? Et moi, j'ai mes doutes. Bon, alors, on a entendu d'autres choses un peu contradictoires. Quelqu'un qui trouve qu'il est rendu trop humain, quelqu'un qui trouve qu'il est rendu un peu trop ridicule. Paul-Marie de la Gorce, vous qui avez travaillé sur le personnage, qu'est-ce que vous pensez? Écoutez, d'abord, je pense qu'il faut naturellement laisser de côté tout ce que les événements de l'époque ont pu avoir d'impact personnel pour nous. J'appartiens à la même génération que Samuel Puisard et à celle qui a été directement impliquée par ces événements. Mais nous sommes ici en historiens et de manière à faire apprécier en bien ou en mal le film que nous venons de voir et les événements dont nous allons parler. Alors, en vérité, ce qui pourrait être objecté au film, c'est pas tellement ce qu'il y a que ce qu'il n'y a pas. Alors naturellement, dans ce qu'il y a, on peut trouver, comme vous le dites, notre consoeur allemande le dit tout à fait à juste titre, un personnage d'ailleurs beaucoup plus maigre que Hitler ne l'était lui-même, ne paraît pas avoir la prestance, l'autorité, l'aisance, la capacité, en particulier oratoire, capable d'obtenir les succès, en particulier électoraux, qu'il a obtenus. Vous avez tout à fait raison de le remarquer. On pourrait même, dans le détail, souligner que le personnage de Röhm dans le film ne ressemblait mais alors pas du tout à ce qu'il est dans le film. Röhm était plus petit, il était beaucoup plus gros, il avait une cicatrice très caractéristique au milieu du visage et il ne tenait pas du tout le genre de langage, mais peu importe ces détails. C'est ce qu'il n'y a pas, c'est-à-dire l'Allemagne, c'est-à-dire la société allemande. D'abord, l'extraordinaire brillant intellectuel, culturel, social qu'a représenté la République de Weimar dans l'histoire de l'Europe, Berlin étant avec Paris le phare de la culture européenne. À l'époque, rien de cela n'y est évoqué. Et d'autre part, la cataclysme sans mesure qu'a été la crise économique et sociale postérieure à 1929. Quelque chose dont on n'a pas idée aujourd'hui. Un quart de la population sans travail, la misère en profondeur dans toutes les couches de la société. Deux phénomènes essentiels. Le nationalisme venu de la défaite et de l'humiliation du traité de Versailles, et également la crise économique par-dessus tout. C'est très simple. 2,5% de voix pour les nazis en 1928, et puis 18% en 1930, 30% en 1931, 35-37% en 1932. C'est la crise qui l'a déterminé. Beate Klarsfeld, par rapport au film lui-même. Je trouve que le film était, l'acteur s'est bien débrouillé pour montrer Hitler. Bon, c'est difficile de jouer ce rôle. Les décors étaient très bien aussi. Ils ont beaucoup appuyé sur les décors et les rôles secondaires, von Papen, ils étaient très bien joués. Et je crois quand même, ce qu'on a compris, enfin, moi je suis né en 39, donc je n'ai pas vécu vraiment la guerre, mais ce que les jeunes, quand même, aujourd'hui peuvent apprendre, c'est que c'est pas parce que Hitler, avec son talent oratoire, a pu capter le public allemand, mais c'est quand même la situation qui peut arriver un peu partout. C'est la misère, le traité de Versailles, l'injustice envers l'Allemagne, et puis un fort nationalisme. Il a pu, justement, avec plusieurs fois dans ce film, il parle du sang allemand, il se sent allemand, et il faut réparer, et puis aussi la misère économique, et surtout aussi il a pu quand même amener la foule derrière lui avec cette haine contre les Juifs, c'est ça, on le voit partout dans ce film aussi, ces remarques contre les Juifs, et là les Allemands étaient quand même à fond avec lui, parce que les Juifs étaient ceux qui exploitaient le pauvre peuple allemand, et donc je crois quand même ce film a apporté ce qu'on comprend, qu'avec le pouvoir absolu qu'il avait, et puis aussi les crimes, on voit quand même comment on a tué, on voit ce rôle de ce journaliste qui est assez s'opposé. Il y avait très peu qui n'existe pas dans la réalité. Oui, mais enfin, il y avait d'autres qui sont opposés au hitlérisme, et comment on les a réprimés tout de suite, ils étaient tués. Donc ça montre très bien, c'était un régime criminel également. Alors, je vais vous interroger, August von Gageneck, parce que par rapport à ce que disait votre consoeur Marion von Arendt, c'est vrai, on n'arrive pas à comprendre comment un homme, au fond tout seul, pratiquement au début, a réussi à séduire tant de dizaines de millions d'Allemands, d'une part, et deuxièmement, on n'arrive pas à comprendre non plus ce qu'est la racine de l'antisémitisme chez lui, parce que on le voit bien écouter comme ça des discours populistes ou parfois antisémites, mais on n'arrive pas à comprendre pourquoi il en a fait une théorie, comment il a pu en faire une théorie. Parce que jusque, finalement, sa prise de pouvoir,
Et s'il arrive en 1933 de la manière la plus légale possible, rappelons-le, la plus démocratique possible, il arrive avec un programme et qu'il y a des gens, de très nombreuses personnes pour voter sur ce programme. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir un peu, nous ouvrir les yeux? Nous avons déjà dit, je crois, tout à l'heure, qu'il y avait deux sources du pouvoir d'Hitler, de ce étonnant, stupéfiant pouvoir, grossissement du pouvoir d'Hitler. Le traité de Versailles, qui a jeté toute la droite nationaliste allemande dans les bras d'Hitler. Et plus important encore, ce que disait Paul-Marie de Lagorce très bien, la grande misère de millions d'Allemands qui étaient des chômeurs, qui n'avaient pas de travail. Et être chômeur à l'époque, c'était la misère. C'était pas la sédique d'aujourd'hui, c'était vraiment la misère. On le voit dans quelques scènes du film d'ailleurs. Voilà. Alors je voudrais surtout dire une chose. Je trouve que ce film montre très bien la brutalité de ce personnage et le mal absolu que présentait le national-socialisme. La brutalité de la répression de tous ses adversaires intérieurs du parti. Je dis toujours qu'il y a deux faces du national-socialisme. C'est la face fascination et la face terreur. Et la face fascination était pendant très longtemps la face que les Allemands seuls voyaient. Et la fascination est énorme. Un homme qui rend le travail à tous les Allemands dans quelques années, qui rend la dignité des officiers et des soldats, qui remet une armée à la tête de l'Allemagne. Mais la terreur était longtemps cachée. Et pourtant, nous savions tous que ceux qui ne marchaient pas dans les rangs derrière Hitler étaient éliminés, et arrêtés et disparaissaient dans les camps de concentration. Alors ça, c'est une question évidemment que se posent beaucoup de téléspectateurs français qui viennent de voir ce film, Bernard Volcker. Ils se disent, mais comment l'Allemagne n'a pas pu résister plus que ça à l'arrivée de cette brute? Est-ce qu'il y a eu quand même des poches de résistance? Qu'est-ce qui s'est passé? Dès l'arrivée au pouvoir d'Hitler, en 1933, la presse a été muselée et tous les adversaires, les communistes, les socialistes, ont été immédiatement mis en prison et assez rapidement exécutés. C'est-à-dire c'était une prise de contrôle totale de tous les organes du parti, de la justice, de la presse en particulier. Rainer Houdmann. Tout d'abord, j'ai tendance à défendre un petit peu le metteur en scène parce que je crois que d'un côté, un charisme, cela ne se reproduit pas. Je crois que ce n'est pas faisable. Et d'un autre côté, à partir des années 30, nous avons quand même beaucoup de films. Le charisme de Hitler de 1933, à nous, aujourd'hui, il paraît ridicule. Mais sur les foules, il était très fort. Oui, à l'époque. À la télévision, il aurait été très mauvais aujourd'hui. Très mauvais à la télévision. Mais reconstituer cela aujourd'hui, cette emprise, je crois que c'est presque pas faisable. Mais je reprendrai une expression de vous tout à l'heure, démocratiquement désignée en 1933. Je pense que ce film est plus fort au début, mis à part qu'il reprend la légende de Hitler lui-même, qu'il était une victime sociale. Bon, il vient d'une famille tout à fait correcte, petite bourgeoisie, fonctionnaire. Il était paresseux, c'était tout. Il n'était pas une victime sociale. Mais à part ça, ça c'est un des petits points qui sont peut-être pas tout à fait véridiques dans le film. Mais pour cette époque 32-33, le film ne dit absolument pas qu'après les élections de juillet 32, où il avait effectivement plus de 37%, viennent les élections de novembre où il chute à 33%, il perd 2 millions de voix. Là, le parti est à la faillite de la banqueroute. Au bord de la banqueroute, il vit pratiquement sur les crédits que lui font les petits commerçants. Il est financé par les dons et par les contributions des adhérents, parce que la grande industrie qu'il veut toujours gagner, elle ne lui donne pas l'argent, il le donnera plus tard, mais pas avant 1933. Donc, même en mars 1933... Il est plutôt en chute. Même en mars 1933, aux élections qui sont déjà sous la dictature, ils n'arrivent pas au-delà de 43,9%. Les Allemands n'ont jamais voté en majorité. Et ils chutent à partir de 1932. C'est à cette époque-là que les élites allemandes, et ça on reprendra peut-être sur le plan politique tout à l'heure pour les enseignements, une partie de ce qu'en France on appellerait la classe politique, prend en main les choses, met à l'écart, en employant aussi une certaine construction de la Constitution sur les pouvoirs du président, met à l'écart le régime parlementaire. Et ces conciliabules dont on ne parle pas du tout dans le film sont, je crois, extrêmement importants parce que c'est en décembre 1932 et janvier 1933 que cela se décide. Pas du tout parce que Hindenburg lit une lettre ouverte de Hitler qui dit « Bon, vous êtes bien gentil et je me soumets ».
j'ironise un petit peu, mais parce que les élites, surtout autour de von Papen, finalement réussissent à convaincre Hindenburg, qui sait parfaitement ce qu'il fait, sinon il n'aurait pas refusé Hitler comme chancelier avant, réussissent à le pousser à accepter cela. C'est pas évident du tout de prendre dans une situation où le parti est en chute libre, un chef de parti dont on sait parfaitement qu'il est extrêmement dangereux. Alors la fascination qu'exerçait Hitler sur ses interlocuteurs, on va essayer de la comprendre à travers une courte interview que Bernard Volcker, vous aviez réalisée en 1980 d'Albert Speer. Albert Speer qui était l'architecte d'Hitler, qui était aussi, après, son ministre de l'armement. Vous l'aviez interrogé, écoutez-le. Il était vraiment laid, mais on n'a pas vu qu'il est laid. Mais il a le don. C'était dans les cieux ou c'était dans sa langage. Mais pour moi, c'est encore un mystère. On peut dire qu'il était un monstre à un côté et très charmant à l'autre côté. Si on veut apprendre quelque chose de l'histoire pour le futur, c'est nécessaire à savoir que aussi un être humain qui est charmant peut être un monstre. Comment les choses se sont-elles passées lorsque vous l'avez montré Paris? Premièrement, nous avons regardé l'opéra de l'architecte Garnier, après le Tour d'Eiffel et aussi le place d'Invalides et le temple de Napoléon Ier, le Panthéon et quelques autres bâtiments notamment. Que disait Hitler en voyant Paris? Qu'il rêvait déjà dans sa jeunesse à voir Paris, et il a étudié beaucoup des bâtiments, les dessins. Regrettez-vous d'avoir été l'architecte de Hitler? Non, je ne peux pas dire regret, ce ne sera pas sincère. Je le regrette avec mon esprit, mais pas avec le cœur. Voilà donc ce que disait Albert Speer sur ces images, sur les premières images en couleur d'ailleurs, hein, d'Hitler, les seules que l'on connaisse de sa visite en tout cas à Paris. Samuel Pisard, je reviens à cette question qui me taraude depuis le début parce que je n'arrive pas bien à avoir sa réponse, en tout cas dans le seul téléfilm. Pourquoi cet antisémitisme? D'abord, est-ce que c'était propre à l'Allemagne de l'époque? Est-ce que c'était également visible dans votre pays d'origine, la Pologne? Est-ce que c'était également le cas dans d'autres pays d'Europe? Et quelle était la raison de l'antisémitisme latent des Allemands et de l'antisémitisme virulent de Hitler? Il y avait toujours un antisémitisme allemand. Ses origines étaient essentiellement religieuses. Martin Luther, etc. Mais il est devenu, entre les mains d'Hitler, un antisémitisme racial. Et je pense qu'il lui fallait un levier pour galvaniser la société allemande. Il a donc trouvé là une minorité, les autres, et il a construit de ça toute une doctrine, toute une idéologie pour blâmer la communauté juive de l'Allemagne et du monde pour tous les maux qui ont assailli l'Allemagne depuis le traité de Versailles, le chômage, la dégringolade économique, l'inflation rampante. À chaque fois, selon lui, il y avait la main des banquiers juifs, de l'internationale juive. C'était une forme de cristallisation de tous les préjugés xénophobes. Il a surtout, à mon avis, manipulé la peur du peuple allemand. La peur de perdre son emploi, la peur de perdre sa retraite, la peur d'insécurité. Et ce peur-là engendre la haine, et la haine engendre la violence. C'était ça le spectacle. Et quand le désespoir noie la raison, la folie recrute un sauveur. Normalement un sauveur avec uniforme et une moustache.
August von Gageneck, vous avez porté l'uniforme de la Wehrmacht. Vous avez 83 ans aujourd'hui, donc vous aviez une vingtaine d'années. 81, non. Voilà. Quand je disais que vous avez croisé, vous avez failli croiser le destin de Samuel Pisar, c'est que vous venez de vous rendre compte que vous étiez hospitalisé dans un hôpital militaire à quelques mètres, quelques dizaines de mètres de l'endroit où était interné Samuel Pisar. Est-ce que vous saviez, vous, à ce moment-là, qu'il y avait des grands camps de concentration qui réunissaient les opposants à Hitler, mais aussi les tziganes, mais aussi un grand nombre de minorités de toute nature, homosexuels et bien d'autres, et bien sûr les juifs. Est-ce que vous le saviez, vous, jeune Allemand? Cette question m'a été posée, croyez-moi, très 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 souvent, et j'ai toujours donné la même réponse. Moi, et non seulement moi, je suis sûr que la majorité de mon peuple, nous ne savions pas. Nous ne savions pas que les Juifs étaient systématiquement assassinés dans les camps spécialement fondés sur le plan de l'extermination physique du peuple juif. Mais vous lisiez pourtant la presse de l'époque, la presse nazie mais nous savions parfaitement bien qu'il y avait les camps de concentration. Les camps de concentration étaient fondés par les SA et par les SS tout de suite après la prise de pouvoir. À peine quelques semaines après l'arrivée du pouvoir au pouvoir de Hitler, les premiers camps ont été fondés par les SA dans les environs de Berlin. Et chaque Allemand savait que ce que je disais tout à l'heure, celui qui ne marchait pas dans les rangs était éliminé et disparaissait dans les camps. Le seul camp vraiment connu à l'époque, c'était Dachau. Dachau, qui se trouve pas très loin de Munich, d'une très grande ville. Fais attention, tiens ta gueule, sinon tu seras demain à Dachau. Et ça, c'était dès 1933-1934. Hein. Oui. Alors j'étais en 1942, effectivement, dans la ville polonaise de Lublin, où j'avais été hospitalisé après une blessure sur le front. Et là, effectivement, un des faubourgs de Lublin, une grande ville donc, était Majdanek. Majdanek, où se trouve... Il y avait un petit garçon qui avait 13 ans à l'époque, qui était Samuel Pisar. Oui. Et alors, théoriquement, j'aurais pu le croiser, je ne crois pas qu'il était dans les rues de Lublin, je vous ai dit enfermé dans un camp. Je n'étais pas dans la... Moi, non plus, évidemment, je n'ai jamais été admis dans un camp. Par contre, j'ai vu de loin un petit camp, probablement satellite de Majdanek, où j'ai vu effectivement des gens en tenue de prisonniers, célèbres costumes rayés, qui étaient maltraités par les SS, fouettés par les SS et surveillés par les petits chats français qu'on avait pris à l'armée française. Et parmi vos camarades de régiment, est-ce que vous aviez senti suer cette haine des Juifs ou est-ce que ça c'était vraiment la volonté d'un homme? Il n'y avait pas d'antisémitisme violent, mais il y avait un sentiment que les Juifs étaient effectivement, ils ne faisaient pas partie de notre peuple, ils étaient un corps étranger dans notre peuple et on n'en parlait plus. Ils avaient disparu, ils avaient été arrêtés, déportés, éliminés du corps national du peuple allemand. Et donc, nous avions accepté ça, effectivement, comme un fait. Hitler doit savoir pourquoi il fait ça, etc. Complètement aberrant. Mais nous étions très jeunes, j'avais 19, 20 ans, et nous étions évidemment en permanence sous une propagande très, très, très dense et très violente du Parti national-socialiste. Alors, je voudrais maintenant interroger Beate Klarsfeld, parce que je disais tout à l'heure que ce geste que vous avez eu en 68, donc 23 ans après la guerre, de gifler le chancelier Kissinger, pour beaucoup, il paraissait presque injuste, en disant qu'est-ce qu'il a fait cet homme-là, au fond il n'a pas fait grand-chose, il a été comme bien d'autres, nazi, petit nazi, etc. Mais au fond, d'une certaine façon, vous avez réveillé toute une partie de la jeunesse allemande qui se révoltait un peu contre ses parents qui, d'une certaine façon, eux, avaient tendance plutôt à enfouir ce passé qui leur semblait un passé diabolique. Oui, j'avais le devoir de laver le linge sale de l'Allemagne, comme je disais toujours, comme je lave le linge à la maison chez moi comme ménagère, parce que finalement, en 66, quand Hitler est devenu, Kissinger est devenu chancelier, personne s'en occupait. Et j'avais essayé justement de montrer quelqu'un qui n'était pas seulement membre du parti nazi, mais qui était aussi aux affaires étrangères, qu'il s'occupait de la propagande hitlérienne vers l'étranger. C'était quelqu'un qui a mis toute son intelligence, c'est un nom intelligent, qui parlait le français, qui a mis son intelligence dans le service du national-socialisme. Il savait ce qui se passait dans les camps, il connaissait la situation militaire. Alors, en 68, à peine 20 ans, enfin un peu que 20 ans après, l'Allemagne se choisit comme chef du gouvernement nazi. Mais ce n'était pas le seul. Il y avait après Achenbach, qui aussi en France était le chef de l'ambassade allemande du service politique, qui était en 70 sous le gouvernement de Scheel et de Brandt, et les FDP et des sociodémocrates envoyés à Bruxelles
Vous imaginez, en 70, on met quelqu'un qui était en France, responsable de la déportation des Juifs, on le met à Bruxelles comme représenter l'Allemagne au marché commun, je veux dire. Et puis, nous avons résolu aussi un problème de tous les criminels nazis allemands qui ont déporté des Juifs de France, qui sont restés en Allemagne comme des avocats, des maires, des juges. C'était ça. Et il fallait vraiment beaucoup d'initiatives et surtout aussi, comme je dis toujours, avec un petit scandale, nos manifestations se fait arrêter, aller en prison, nous avons pu obtenir les résultats, le jugement des criminels nazis allemands qui ont déporté des Juifs de France. Ça s'appelait même Lex Klarsfeld parce que c'était grâce à nous finalement que ce traité était... Il faut rappeler que Lischkas, il a été jugé finalement à Cologne. C'était grâce à ça. Vous. Ils étaient en 79, ils étaient jugés à Cologne dans ce procès et condamnés à des peines de prison. Klaus Barbie aussi, en grande partie, donc, vous l'avez retrouvé en Amérique du Sud. J'ai essayé de chasser les criminels nazis jusqu'au bout du monde. Donc, en effet, c'était Klaus Barbie en Bolivie, c'était Mengele au Paraguay, et puis même, je suis allée plusieurs fois en Syrie pour protester contre le fait que le gouvernement d'Assad a protégé, protège peut-être encore un des pires, Alois Brunner, qui a déporté des Juifs de Vienne, d'Allemagne, de France, et le chef du camp de Drancy. Dont on ne sait toujours pas s'il est mort ou vivant. On ne sait toujours pas s'il est encore vivant ou non, mais enfin, de toute façon, il était allé dans un pays comme la Syrie qui l'a accueilli et qui est un pays anti-Israël. Donc, finalement, les gouvernements d'Assad ont pris un des pires pour le protéger. Marion von Aren, est-ce qu'aujourd'hui, tout cela, bon, c'est une autre génération que la vôtre. On comprend ce qui a motivé la révolte de Beate Klarsfeld. Vous n'êtes pas d'origine juive, hein, Beate Klarsfeld. Non, vous avez rencontré Serge Klarsfeld quand vous étiez Serge Berndi, mon mari est juif, et son père était déporté de Nice, justement, arrêté par Alois Brunner. D'accord, donc vous êtes révolte contre la génération, au fond, qui vous a précédé. Vous qui êtes d'une autre génération, est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que l'Allemagne parle d'une manière décomplexée de ce problème ? Un peu, oui. Je pense que oui. Il a changé un petit peu la situation en Allemagne, même si on voit la semaine dernière, je pense que ça c'était la semaine dernière, il y a eu cette décision, un mot qui est complètement interdit en Allemagne, on peut dire ça, le mot le peuple des malfaiteurs, das Tätervolk. C'est un mot, on a dit, on n'utilise plus parce que c'était un débat de l'année dernière d'un monsieur Hohmann de la CDU qui a évoqué un débat là-dessus. Ça veut dire, ce mot-là, il a prétendu que les Juifs sont également, comme les Allemands, on peut dire ça, le peuple des malfaiteurs. Et ça a évoqué un débat vivant en Allemagne. Il est exclu de son parti maintenant, et ça montre que la sensibilité, et ça c'est bon, reste. Ça veut dire on est vigilant à l'égard des essais de, comment dirais-je, de bagatelliser ce qui est passé. Y compris les dérapages verbaux de cette nature. Exactement. Mais en même temps, je constate en Allemagne quand même qu'il y a encore un certain antisémitisme. Et ça se voit dans la vie quotidienne. Ça arrive que vous êtes dans des grandes villes, il y a un petit entretien avec les voisins et ça arrive qu'une voisine me dit un jour « Faites attention madame, votre voisine dans un autre bâtiment, elle est juive. » J'ai répondu « Mais ça veut dire quoi ?»« Mais vous savez. » Et ça arrive, c'est très très courant encore en Allemagne. Je ne connais pas bien la situation ici en France, mais ça arrive et ça me montre que le débat après de la guerre n'était pas vraiment profondément, suffisamment, et ça existe. Alors on va entendre sur ce sujet l'ancien vice-président du consistoire juif en Allemagne, Michel Friedman, interrogé par Bernard Volker. L'antisémitisme en Allemagne ne s'est jamais arrêté avec 1945. Et nous avons en Allemagne, après tous les sondages scientifiques, à peu près entre 20 et 25% de la population allemande
qui déclarent en elles-mêmes des émotions antisémites. C'est un chiffre à propos qui n'est pas spécifique allemand. Nous avons des sondages scientifiques dans tous les pays européens. C'est la moyenne, 20 à 25% jusqu'aujourd'hui. Mais il faut dire, aucun enfant n'est né antisémite, aucun enfant n'est né comme raciste. Donc, c'est la faute des adultes, c'est les fautes de l'école, c'est les fautes de nous tous, donc, qui ont des responsabilités dans l'éducation, que ce chiffre 20-25% existe. Alors, les 25% ne sont pas manifestants. Beaucoup dorment. Mais dès qu'il y a des images qui les effrayent ou qui les rappellent pourquoi émotionnellement ils sont anti-judaïques, dès là, ces gens qui dorment sont d'un seul coup très forts, très violents, on les entend, en Allemagne aussi, comme autre part aussi. Nous avons aussi une certaine violence qui nous préoccupe beaucoup, des cimetières qui sont attaqués, des juifs sur la rue, à Berlin par exemple, qui sont attaqués après qu'on voit qu'ils sont juifs parce qu'ils portent une kippa. Et nous avons aussi une violence verbale. Et il faut dire, et ça c'est une des leçons qu'on a appris du Troisième Reich, il faut dire la violence, elle commence avec le mot, elle commence avec la pensée. Et il faut réagir dès le début. Rainer Oudman, je voudrais vous interroger. Est-ce que ce film, par exemple, celui que nous avons montré, qui est un film originellement de la CBS, réalisé à la fois par un Canadien et par des Américains, diffusé donc ce soir sur TF1, est-ce qu'il est envisageable qu'il soit diffusé en Allemagne sans créer de débat? Ou est-ce que ça vous paraît difficile encore? Bon, j'espère qu'il créerait un débat, mais ça me paraît absolument pas difficile parce que, au contraire, s'il n'est pas présenté jusqu'à présent, c'est peut-être parce que toutes les chaînes pratiquement de la télévision allemande, aussi bien publique que privée, regorgent de films sur le Troisième Reich. L'information est énorme en Allemagne, cela depuis les années 50. Donc on a plutôt le danger en Allemagne que les gens disent « j'en ai trop entendu ». J'étais un peu étonné par les expériences de Madame Van Haaren. Je n'ai jamais eu ces expériences-là, mais ce que nous voyons dans le contexte de l'université, des écoles, etc., c'est plutôt un esprit des jeunes qui sont extrêmement concernés par le Troisième Reich, cela dans une nouvelle vague. Il y a 5-6 ans, on avait l'impression que ça baissait. Maintenant, quand on fait un cours sur le Troisième Reich, les auditoriums dans les universités regorgent. Nous avons travaillé sur un camp où beaucoup de Français étaient internés sur la frontière franco-allemande, près de Saarbrück, qui va être un mémorial d'ici peu de temps. Les jeunes dans les lycées qui se mobilisent pour travailler sur le site, pour montrer qu'ils sont concernés par le Troisième Reich. Donc ce sont deux choses qui coexistent en Allemagne. Et moi, je suis personnellement plutôt frappé par cet esprit de beaucoup de jeunes, de absolument pas l'oublier, mais d'essayer de savoir. Et savoir, c'est très compliqué. Monsieur Delagorce a montré la complexité tout à l'heure. Alors, Marion Van Haaren. Peut-être. Je trouve ça toujours un peu bizarre que les gens font la différence entre un Allemand et un Juif. Très souvent, ça arrive encore en Allemagne qu'on dit « c'est un Juif ». Pourquoi on fait cette différence? Ça n'intéresse pas. C'est un citoyen d'Allemagne et point final. Depuis 1968, il y a eu cette phrase aussi de Daniel Cohn-Bendit, nous sommes tous des juifs allemands. Le dicton dont vous vouliez parler. Le célèbre dicton, l'antisémitisme commence là où on constate que qu'un autre est un juif. Alors, c'est pas tout à fait faux. Là, malheureusement, ça existe effectivement que... Mais il existe aussi en France, je l'évoquais en Pologne tout à l'heure, il a toujours été de tout temps. J'ai une autre question à vous poser, peut-être à vous, Paul-Marie Delagorce. Est-ce que pour arriver au pouvoir, justement, Hitler a dû mettre un mouchoir au fond sur ses idées antisémites et ne les a sorties de sa poche qu'à partir du moment où il a eu tous les pleins pouvoirs? Est-ce que les gens adhéraient énormément à ses idées ou est-ce que ça n'est venu qu'après? C'est une question sur laquelle plusieurs historiens, et j'ai peut-être un petit peu contribué, ont beaucoup travaillé. En vérité, le thème antisémite n'était pas le thème qui marchait le mieux. Très loin de là. C'était à coup sûr le thème social et national qui marchait le mieux dans les meetings, dans la propagande électorale, dans les campagnes qui ont abouti au succès électoraux du Parti national-socialiste. Plus précisément,
il y a eu à plusieurs reprises des objections de la part de gens qui ont dit « mais pourquoi vous nous parlez de ça? Ce n'est pas très intéressant. » C'est vrai. Mais en revanche, il y a un public auprès duquel Hitler développait volontiers ses arguments antisémites. Comme Samuel Pisard le disait, en relation peut-être avec la tradition religieuse et particulièrement luthérienne, et socialement auprès de la paysannerie ou de la petite bourgeoisie rurale. Dans l'Est et le Nord de l'Allemagne, les fermiers étaient très endettés. Et les prix agricoles ont baissé à l'occasion de la crise. Ils étaient incapables de rembourser leurs dettes. Et naturellement, Hitler et la propagande hitlérienne mettaient en évidence la responsabilité des banques, toujours qualifiées de banques juives. Alors, auprès de ce public, ce thème marchait. Il ne faut pas oublier que les grands succès électoraux de Hitler, jusqu'à tout à fait vers la fin, 33 plutôt que 32, étaient auprès de l'Allemagne conservatrice, du Nord et de l'Est, protestante dans son immense majorité. Et il n'a pénétré les milieux ouvriers venant du Parti social-démocrate ou du Parti communiste que tout à fait à la fin, à la suite des déceptions terribles qui venaient pour la classe ouvrière de ces partis. Je voudrais qu'on entende Samuel Pisard. Et juste auparavant, Bernard Volcker, parce que vous avez enquêté aussi sur ces phénomènes, des gens qui justement objectaient de temps en temps, y compris dans l'entourage le plus proche d'Hitler, des gens comme Baldur von Schirach, en tout cas sa femme. En tant que journaliste, j'ai fréquenté quand même un certain nombre de gens qui ont connu directement Hitler. Il y avait Speer, notamment, que j'ai vu très souvent, Baldur von Schirach, Dönitz, le grand amiral, Strasser, Hans Stengel, qui est l'un des héros de ce film, que j'ai connu. Alors c'est l'homme qui, lui, fait introduit Hitler dans le milieu de la grande bourgeoisie. Voilà, qui à partir de 1922, c'était un de ses amis. Et Madame von Schirach, qui était d'origine américaine, avait un jour, mais c'était déjà assez tard, dit à Hitler qu'elle avait été témoin de scènes et qu'on lui avait rapporté des cas de déportation de juifs. Et Hitler avait rompu pratiquement avec von Schirach à la suite de cette réflexion. Qui était pourtant un personnage clé du régime. Hein. Hitler ne supportait absolument aucune allusion au destin tragique des juifs. Parce que dès le début, on lui en a parlé et il refusait d'en parler. Samuel Pisard. C'est vrai que dans le film et dans la vérité, il a fait peut-être un petit bémol à la veille de sa campagne politique pour le pouvoir, mais les germes de son antisémitisme viscéral étaient déjà apparents dans l'écriture du Mein Kampf. Absolument. Dans cette forteresse de Landsberg, que j'ai connue aussi. Donc où il a passé plusieurs mois en prison. Tout et a il été explicité. Naturellement, pas la solution finale. Ça, c'est venu plus tard. C'était décidé fin 41, début 42, à Wannsee. Mais le programme, l'accusation, les concepts de bouc émissaire étaient totalement clairs dans un livre qui est écrit Mein Kampf, très pour tôt. tout le monde à lire. Oui, très tôt et lu par beaucoup de monde. 1924. 1924 et lu à des dizaines de milliers d'exemplaires. Oui. August von Kagel. Il faut faire remarquer encore que, avant que les grandes déportations des Juifs d'Europe commencent, comme vous dites justement fin 41, début 42, il y a eu déjà extermination des Juifs massive par les groupes, les Einsatzgruppen, les groupes d'action de la SS en Russie. Oui. Et Hitler, 3 mois avant de lancer la bataille contre la Russie, Barbarossa, il a réuni tous ses généraux chez lui à la chancellerie à Berlin, en leur disant très nettement qu'un des buts de cette campagne contre le judéo-bolchevisme, contre l'Union soviétique judéo-bolchevique, était d'exterminer les Juifs. Rainer Ullmann. Je crois que, M. Pisard, vous venez d'utiliser un mot extrêmement important pour comprendre la dynamique de ce régime, le bémol de Hitler en 1933. Et j'enchaîne avec ce que vous avez dit tout à l'heure, parce qu'il faut essayer de comprendre cette dynamique. Il n'a pas encore tous les pouvoirs, il est chancelier le 30 janvier. Et c'est tout un processus. Et là, c'est un autre point où j'aurais souhaité que le film, dans le sens de Kershaw d'ailleurs, un peu plus plus loin dans l'analyse. On montre la violence extrême des SA, on montre la terreur dont vous avez parlé, mais tout cela, c'est un ensemble, pas vraiment voulu.
Mais dans l'enchaînement de la dynamique, de la violence, de la radicalisation du régime, d'un côté, les gens qui cassent tout dans la rue et qui commencent à taper sur les gens dans la rue, à détruire les magasins des Juifs le 1er avril. Bon, 2-3 jours après, ils voient que la population ne suit pas. Alors, Goebbels arrête ça parce qu'il dit que ça donne l'effet contraire. Mais en même temps, Hitler est chancelier, il fait des lois, il fait des ordonnances, il a mis à l'écart le Reichstag. Et donc, il a la possibilité de jouer l'homme de l'ordre, qu'il n'est absolument pas, il est excessivement dangereux, mais il peut jouer l'homme de l'ordre et ainsi rallier ou maintenir l'illusion qu'on est conservateur. Juste un point, justement, pour éclairer nos téléspectateurs, la différence entre les SA de Röhm et les SS. Les SS étaient pas encore vraiment montés à l'importance qu'ils avaient plus tard. Les SS étaient, à l'époque dont on parle, 33-34, la protection personnelle de Hitler. Après, ils deviennent un grand empire économique, ils deviennent un grand empire, une grande puissance concurrentielle à la Wehrmacht. Quand, en 34, et c'est ça le sujet du film, on évince les SA dans la personne de leurs dirigeants. La SA continue à exister, indépendamment de la Wehrmacht. Mais à ce moment-là commence l'ascension des SS. Et ça, Röhm donc va être exécuté à ce moment-là. Röhm va être exécuté. Oui. Mais les SA étaient très importants, il faut quand même le dire. Ils étaient importants, Ouais. ils voulaient aller plus loin. Plusieurs millions d'adhérents. 2 millions. Et ils 2 voulaient millions. aller plus loin dans ce qu'ils appelaient la deuxième révolution. Ouais. Et là, Hitler, qui avait besoin de la Wehrmacht comme allié, n'en voulait pas. Il avait besoin plus de la Wehrmacht que de sa propre milice. Il a décidé, je vais avec la Wehrmacht, ce qui est un autre facteur important. Les SA étaient vraiment les troupes de choc du Parti national-socialiste, parce que tout ça a été marqué, il ne faut pas l'oublier, de partir de 1929-30 jusqu'à la fin, par une extraordinaire violence. Il y avait des dizaines de tués et des centaines de blessés de part et d'autre, l'adversaire principal étant presque toujours les communistes. Dans l'immense majorité des cas, c'était les communistes. Et comme vous venez de le dire à juste titre, l'idée d'une deuxième révolution prolétarienne, ouvrière, donnant des avantages particuliers à la classe ouvrière, était répandue dans ces milieux qui étaient pauvres, il faut bien le dire, et ne correspondait pas du tout à ce que Hitler voulait naturellement. D'où l'élimination pas Une révolution du chef des SA. antisocialiste. À Il ne faut pas oublier non plus que la Wehrmacht a félicité Hitler pour avoir évincé les SA. Oui. Le général von Blomberg, qui dirigeait le ministère de la guerre à l'époque, a envoyé un télégramme à Hitler le félicitant pour avoir éliminé la révolte, comme on disait officiellement. La révolte de la SA contre... Il a participé à l'organisation. Voilà, je crois qu'on a un peu mieux compris déjà comment c'est arrivé. On va se retrouver dans quelques instants pour essayer de comprendre si aujourd'hui encore ça pourrait être possible en Allemagne ou ailleurs. Voilà, après donc Shoah, après Nuremberg, après la liste de Schindler, aujourd'hui TF1 a souhaité diffuser ce film, La naissance du mal, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé dans l'Allemagne de l'époque. Peut-être rappeler à August von Kagene qu'il y a eu des résistants de l'intérieur, des gens. Vous le faites dans un livre que vous venez tout juste de faire paraître. Il y a eu des gens qui se sont opposés, ou en tout cas qui ont essayé de s'opposer à Hitler. Oui, effectivement, il y a eu de la résistance dès le début. Premièrement, évidemment, de la part les plus persécutés, les communistes et les social-démocrates, parce qu'il ne faut pas oublier que Hitler a évincé au même moment le Parti communiste que le Parti social-démocrate. Donc les grands chefs du parti sont tous rentrés en résistance. Et le deuxième grand élément de la résistance, c'était l'armée, il ne faut pas l'oublier. L'armée, en la personne du chef des grands états-majors, du général Beck, qui a été d'ailleurs assassiné, pour ainsi dire, après le 20 juillet 1944, après le putsch du colonel Stauffenberg. Beck avait essayé, tout préparé pour arrêter Hitler dans la crise des Sudètes. Il voyait bien que la politique d'Hitler mènerait l'Allemagne à la guerre, dont ils ne voulaient absolument pas. Ils ont tout essayé et tout organisé jusqu'au jour où la conférence de Munich
les a empêchés de passer à l'action. Et d'autres résistants se sont déclarés pendant la guerre aussi, jusqu'au célèbre jour du 20 juillet 1944, où le colonel Stauffenberg a malheureusement, dans une action un peu amateur, un peu précipitée, essayé de lancer la bombe contre Hitler, qui n'a pas tué le bonhomme, et qui a entraîné une horrible suppression, n'est-ce pas, parmi lesquels mon camarade de régiment, Roland von Esslin, sur lequel je raconte son histoire. Qui a été pendu. Je voudrais quand même ici, en dehors des militaires, il y avait d'autres opposants. Pour moi, j'étais inspiré, pourquoi j'ai agi, entre autres aussi, et beaucoup de jeunes Allemands comme moi, c'était Hans et Sophie Scholl. C'était ces deux étudiants allemands qui savaient très bien, en distribuant des tracts contre Hitler dans les écoles, étaient décapités à l'âge. Donc je crois que si ces jeunes-là ont fait à un moment où ils savaient très bien ce qu'ils risquaient, qu'ils vont être condamnés, tués, et je crois que ce qui a donné après à beaucoup de jeunes le courage de s'opposer plus tard, après la guerre, contre la continuation du nazisme en Allemagne. Et peut-être encore, on peut se rappeler de Willy Brandt, le chancelier en Allemagne. Et ce que je trouvais vraiment très triste, même aujourd'hui, en rétrospective, qu'à l'époque où Willy Brandt était chancelier de l'Allemagne, il y a eu pas mal de gens qui ont dit Willy Brandt, c'était un traître, c'était Willy Fram. Il était vraiment très, très maltraité par, des cercles de l'opposition et tout ça. Et ça, je trouve vraiment très intéressant que même dans l'Allemagne, après la guerre, il a eu encore certaines comment dirais-je, critiques à l'égard de la résistance en Allemagne. Rainer Houdmann, il faut dire qu'aujourd'hui, l'extrême droite en Allemagne, c'est très très peu de monde. Hein. Il faut quand même bien le dire, par rapport à d'autres pays, comme l'Autriche, comme la France, comme d'autres pays d'Europe, c'est très très peu de monde, électoralement parlant. Dans les années 60, c'était plus. L'extrême droite était autour de 10%. Donc, il faut rester vigilant. Mais aujourd'hui, beaucoup moins. Aujourd'hui, c'est parfois en dessous d'1%. Ça dépend entre 1 et 3%. Ça dépend des élections. Vous avez posé la question, est-ce que ça peut arriver en Allemagne aujourd'hui? Personnellement, je crois que l'Allemagne a compris. Et l'exemple qu'on a cité tout à l'heure de ce député complètement incohérent de la CDU, qui a tenu des propos absolument invraisemblables, au moins, il a été exclu de son parti. Donc on réagit. Après une semaine. La CDU avait du mal. Ils avaient peut-être aussi mal lu le texte au début. Mais il est exclu du parti. J'ai l'impression qu'en Allemagne, on est quand même particulièrement vigilant aussi au fonctionnement des institutions parlementaires. Et ça, c'est sûrement un enseignement qu'il faut tirer de ce qui s'est passé en 32-33. Parce que... 32-33, c'est une république, hein, la République de Weimar. La République, mais une république où ce que j'appelais la classe politique, dans le langage français, avait pris en quelque sorte les rênes du pouvoir en éliminant par des moyens, on n'a pas le temps d'expliquer ça en détail, mais par des moyens partiellement dans la Constitution, partiellement décision de Hindenburg en tant que président, étaient mis à l'écart. En Allemagne, on fait très très attention aujourd'hui. Quand on voit par exemple les commissions d'enquête parlementaires en comparaison internationale, il y en a plus en Allemagne que dans beaucoup d'autres pays. Il faut veiller à ce qu'ils puissent vraiment faire leur travail. Mais ce sont des indices dans le fonctionnement des systèmes, comme la Constitution elle-même, qui a énormément affaibli la position du président, qui ne peut plus être invisible comme sous la République de Weimar, et ça fonctionne. Et le président est une institution morale qui, jusqu'à présent, par chaque détenteur de la responsabilité, a vraiment été efficace dans ce sens-là. Il y a beaucoup de domaines où on a tiré les leçons du Troisième Reich. Je pense qu'en Allemagne, le danger, aujourd'hui, si on reste aussi vigilant qu'on l'est, il était atténué. Paul-Marie Delgors. Moi, je pense que ce danger n'existe plus depuis 1945. Et je l'ai toujours pensé. En Allemagne. Et je l'ai toujours pensé. Je dois vous dire, vous faisiez allusion au fait que nous nous sommes très souvent vus comme journalistes ensemble. À plusieurs reprises dans ma vie professionnelle, on m'a demandé d'écrire des choses, des articles, des brochures ou des livres sur la résurgence du nazisme en Allemagne. Ça aurait été commercialement, paraît-il, intéressant. Une partie de la presse française était vigilante là-dessus. J'ai toujours refusé. Et j'ai toujours refusé parce que c'était faux. Pas conforme à la réalité. Parce que c'était faux, tout simplement. Mais puisqu'on a fait tout à l'heure allusion à Willy Brandt, je voudrais dire quelque chose à propos de ceux qui se sont opposés à Hitler dès le début, je veux dire en 1933.
La personnalité peut-être la plus emblématique à cet égard est von Ossietzky. C'était un intellectuel, un libéral philosophiquement, proche de la gauche, pacifiste, dirigeant de l'hebdomadaire Weltbühne. Il a été immédiatement mis en camp de concentration. Il est devenu une épave, un squelette. Des gens qui sont allés le voir ne l'ont même pas reconnu. Hitler l'a fait sortir du camp, il lui a demandé d'abjurer son pacifisme, son libéralisme, ce qu'il a refusé. Il est resté dans le camp et il a reçu le prix Nobel de la paix. Et plus aucun Allemand ne l'a reçu avant 34 ans pour Willy Brandt. Alors je voudrais qu'on interroge justement un ancien déporté. Vous êtes, si je puis dire, transfrontière, dans la mesure où vous êtes américain aujourd'hui, mais vous avez vraiment tout vu, beaucoup. D'abord, est-ce que vous avez toujours une petite gêne quand vous allez en Allemagne, ou est-ce que cette gêne a disparu complètement? Non, il y a 20 ans, j'avais une gêne quand je devais serrer la main à un éminent banquier avec qui j'avais affaire. Vous demandiez Je si... me posais la question, Voilà. est-ce que je n'ai pas eu cet honneur dans d'autres circonstances. quelque part. Effectivement, je pense que la nouvelle génération d'Allemands est inoculée. L'Allemagne est probablement parmi les derniers pays où de telles choses pourrait arriver. Est-ce que ça peut arriver dans d'autres pays européens ou ailleurs? J'ai dîné il y a quelques semaines avec un éminent allemand et il m'a sorti une phrase qui m'a surpris. Il me dit, quelqu'un de la nouvelle génération, il m'a dit, notre âme est blessée. Wir haben eine verletzte Seele. C'était étonnant. Je lui ai dit, pourquoi vous, vos parents, vos grands-parents? Il m'a dit, c'est très répandu. Ailleurs, n'oublions pas les mots de l'allemand Bertolt Brecht, qui a dit le ventre est un corps fécond qui a enfanté la bête immonde. Ça peut arriver, pas dans la même forme. Il suffit que la politique et la morale se fondent, que les leaders démocrates, conventionnels, bien intentionnés, ne soient pas en mesure de faire face aux crises graves, ingérables, économiques, sociales, sécuritaires, politiques, et ça devient la saison, ça peut devenir la saison pour les démagogues et pour le bouc émissaire. Naturellement, les juifs d'abord, et ensuite les autres. Donc la phrase que l'on a vue 2 fois dans le film du Britannique Edmund Burke est encore aujourd'hui toujours d'actualité. C'est l'inaction des hommes de bien qui fait que les forces du mal peuvent exister. C'est primordial pour l'avenir de nous tous et de nos enfants. Oui, mais je voudrais dire aussi quand même, aujourd'hui on vit en Europe, donc il y a une confédération européenne et je crois que le nationalisme dans tous ces pays a baissé aussi, donc c'est ça ce qui est essentiel. Et puis aussi, vous pensez que le fait qu'il y ait une confédération, en tout cas que les peuples se regardent, s'écoutent davantage. Les Européens ont envie de garder leur démocratie et vivre un bien-être. Ils savent très bien avec une guerre ce que ça peut déclencher. Et puis aussi, on a quand même compris finalement à l'époque quand Hitler a pu prendre le pouvoir et après pour entrer en guerre, eh bien les deux démocraties, la France et les Anglais n'étaient pas préparés. Ils ont laissé annexer l'Autriche. C'est uniquement Mussolini qui avait protesté. Et puis après, c'était l'Anschluss de la Tchécoslovaquie. Donc finalement, on a laissé faire Hitler aussi. C'est uniquement après Winston Churchill et De Gaulle qu'on a pu freiner. Mais finalement, je crois qu'aujourd'hui, on a compris s'il y a un problème dans le monde entier, eh bien, il y a des forces qui empêchent. J'espère. Paul-Marie de Lagorce, justement, toujours cette question. Est-ce que c'est aujourd'hui possible ailleurs, dans n'importe quel autre pays? Il y a un livre très intéressant qui vient de paraître de René Raymond, sur l'histoire de France,
qui montre quand même que le fascisme, finalement, n'a pas trouvé d'écho en France dans cette période que vous racontez, alors qu'il trouve un écho en Italie, un peu plus tard en Espagne et en Allemagne, comme on l'a vu. Absolument, absolument. Et il ne faut pas banaliser le phénomène hitlérien. Il ne peut pas se reproduire n'importe où, n'importe quand, d'aucune façon. Je crois qu'il reste profondément spécifique. Ce qui, naturellement, est commun à tous les peuples, c'est la tentation de la violence. Et dans ma vie professionnelle, il m'est arrivé de m'opposer farouchement à l'usage de la violence par les autorités de mon pays à l'époque des guerres coloniales. Mais on ne peut pas assimiler ça au phénomène hitlérien d'une manière générale. La vigilance doit s'exercer à l'égard de l'emploi de la violence et du mensonge qui l'accompagne toujours. Alors à cet égard, naturellement, c'est un problème permanent. Il ne faut pas se laisser aller pour autant à des assimilations qui susciteraient des réactions en sens inverse et seraient de ce fait contre-productives. Marion von Arn. Je veux bien évoquer encore une fois, je pense que Hitler, ça veut dire une dictature. À l'instar de Hitler, c'est pas possible parce que la droite, à l'époque, n'était pas vraiment impliquée dans le processus de la démocratie de Weimar. Il faut dire ça, la droite de la société. Ça veut dire les militaires et la noblesse. On n'a pas su où s'orienter pendant cette période-là. C'était une période sans orientation. Ça dit la monarchie. Oui, c'était la monarchie, mais la monarchie était déjà détruite. Oui. Et la bourgeoisie industrielle. La bourgeoisie industrielle oui, était mais aussi dans ce quand cas. même, on n'a pas eu un modèle de la démocratie. Et aujourd'hui, ça c'est complètement autrement. On ne peut pas comparer les deux situations. Et c'est pour ça... Mais la dictature, c'est une idée vaste. Ça veut dire beaucoup de choses. Peut-être pas un Hitler, mais peut-être une autre sorte de dictature. C'est pas impensable. On peut penser à beaucoup de choses. Mais en tout cas, ce danger existe encore aujourd'hui. C'est à vous que reviendra le mot de la fin, Samuel Pisard. Toujours la vigilance. Toujours la vigilance, comme je suis votre témoin direct des conséquences de ce mal absolu, je me permettrai de dire que personne ne peut pas vivre ce que j'ai vécu dans ma jeunesse sans rechercher une vision cohérente de notre monde à nouveau enflammé. Sans ressentir un besoin viscéral d'alerter nos enfants sur le danger qui s'amoncellent à nouveau et qui peuvent détruire leur univers comme ils ont jadis détruit le mien. Car nous le savons maintenant, l'homme est capable de tout, du pire comme du meilleur, de la folie comme du génie, et que l'impensable, l'inimaginable, est encore et toujours possible. Donc, vigilance à tout prix. Je vous remercie beaucoup, Samuel Pisard, pour ce témoignage. Je vous remercie à tous de nous avoir éclairés. Je pense que nous avons essayé de contribuer à ce fameux devoir de mémoire que nous devons essentiellement aux plus jeunes générations, parce que, hélas, beaucoup de gens ne savent pas dans quelles conditions Hitler est arrivé au pouvoir. On en connaît, hélas, les conséquences, encore qu'il y a encore régulièrement des gens qui nous racontent que tout cela n'est pas vrai. Il était important aussi, je crois, d'avoir ces témoignages qui viennent de France et d'Allemagne, de montrer que ces deux peuples sont aujourd'hui les meilleurs amis du monde. C'est certainement les deux peuples qui s'apprécient le plus quand on le voit dans les enquêtes d'opinion. En général, les Français répondent toujours d'abord les Allemands et les Allemands répondent toujours d'abord les Français. Donc je crois qu'avec un peu de travail, on peut arriver à beaucoup. Et pour répondre à la question que vous nous posiez tout à l'heure, au tout début de cet entretien, Samuel Pisard, nous avons, par rapport à la version originelle du document de CBS, essayé d'expurger tous les passages qui peut-être rendaient encore Hitler peut-être sympathique, entre guillemets, évoquant justement ce côté artiste raté, enfance difficile, combattant courageux, puisque c'était le seul rescapé de son régiment. Et puis nous avons évidemment expurgé les passages trop antisémites, parce que sur certains esprits faibles, ceci peut avoir parfois, hélas, aujourd'hui encore, des conséquences. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup.
été assassiné. Je continue de chercher les clés et quand j'aurai mis la main dessus, j'aurai trouvé le meurtrier. Eh bien, les voilà. Et je n'ai pas tué Edmond. Colombo, dans un instant.